Bonjour à toutes et à tous, et je vous invite effectivement à la découverte de Thor. J'ai choisi cette image pour introduire à la présentation du cahier, le premier cahier, parce que je vous dirai par la suite qu'il y en a d'autres en préparation. On s'arrête là, quand on est bien, on travaille bien ensemble, c'est comme les cerises, un cahier tire l'autre. Et donc, j'ai choisi ces pages parce qu'elles montrent, comme le soulignait Madame Grange tout à l'heure et Madame Grivon, que c'est un travail d'équipe. C'est vrai qu'il y a eu une idée initiale que le centre Abbé Trèves a soutenue et portée, mais puis après, il y a un mouvement de personnes qui ont participé avec enthousiasme. Il y a les élèves du lycée artistique qui ont fait la différence. Je vous remercie vraiment, ceux qui sont là, mais vous le direz à vos camarades. J'avoue que quand je leur ai présenté la première ébauche, c'était franchement tristouné. Il n'y avait pas toutes les couleurs, les dessins, l'interprétation du personnage de Thor que vous avez su donner. Bien évidemment encadré par votre enseignant, vos enseignants, et soutenu par l'éditeur, M. Nicolas Lès, qui les a coachés un petit peu, leur a donné des idées pour perfectionner, pour améliorer la qualité du livre. Mais il y a aussi des personnes qui ont donné leur voix. Donc, si Thor parle, c'est grâce à Valerio Foresti, qui est la voix de Thor, la voix officielle de Thor. Méfiez-vous des imitations. Et puis, d'autres jeunes personnes et adultes qui ont prêté leur voix pour les activités orales, pour les audios. Mais là, vous avez aussi les étudiants, mes étudiants, de sciences de la formation, 4e et 5e année, qui se sont investis, qui ont expérimenté ce premier cahier et qui ont proposé des activités pour un nouveau cahier, du jardin à la table, de la table à la poubelle, sur l'éducation alimentaire. Et là, je peux vous dire qu'il y a eu vraiment un investissement important. Ils ont su décliner les concepts théoriques qu'on avait travaillés non seulement dans mon cours, mais dans d'autres cours, et les transposer à la pratique. C'est ce que disait Teresa tout à l'heure, c'est ce qui est capital dans un parcours de formation universitaire qui veut former des enseignants, des futurs enseignants. Mais puis bon, vous avez là le personnage principal. Le voilà. Et Thor, c'est un personnage haut en couleur. C'est vrai que les enseignants ont l'habitude d'utiliser des mascottes, des peluches, des personnages de livres comme médiateurs de contenu linguistique et disciplinaire avec les élèves. Thor, à mon avis, je suis sa maman entre guillemets, donc ogni scarrafone bello a mamma sua, on dit à Naples. Thor a l'avantage d'être un être vivant et d'avoir une personnalité littéraire. Déjà son caractère. Il est enjoué, câlin, espiègle, dynamique, vous le verrez, j'espère qu'il se portera bien tout à l'heure, mais j'en suis pas sûre. Et bien, ça, c'est le caractère de Thor, parce que c'est un être vivant. Et il incarne ce personnage avec toutes ses qualités. Et pour créer ce personnage de Thor, je me suis inspirée très modestement du personnage de Snoopy, que vous connaissez, et qui a formé mon adolescence. Et donc, Thor comme Snoopy, pardon, Monsieur Schultz, il reste basique, c'est un chien. Ce n'est pas un personnage qui a une vie comme un être humain. Snoopy a sa niche, Thor court avec ses copains dans les prés. Il ne vit pas une vie d'humain. Mais il porte, comme Snoopy sur le monde, un regard, je ne dirais pas de philosophe, mais quand même, un regard différent. Donc le regard de Thor, c'est le regard de quelqu'un qui s'étonne du monde et qui pose des questions en bon pédagogue. Il ne donne pas de réponse.
mais il pose les bonnes questions. Et il pose des dilemmes. Alors, est-ce plus fautif quelqu'un qui cède à son tempérament de prédateur et pique des fromages, ou celle qui laisse traîner des fromages à la portée du nez de Thor? Dilemme biblique. Est-ce plus fautive Ève ou le serpent? À vous de répondre. Alors, donc, là, ce dessin représente en quelque sorte Thor dans toutes ses caractéristiques. Et là, s'il regarde vers le ciel, c'est parce que Thor et tout ce projet est porté par des personnes qui sont assises sur les épaules de géants. Thérèse a parlé de Rita, et donc c'est grâce à l'enseignement et à ce que Rita nous a légué que nous avons pu concevoir ce cahier de cette manière. L'autre personne, malheureusement, n'est pas là, mais il y a sa famille qui la représente, et c'est Federica Diem. Federica Diem, c'est valdôtaine, elle était enseignante à l'université de Neuchâtel, elle a œuvré pendant toute sa carrière professionnelle, mais aussi personnelle, pour la promotion du plurilinguisme et pour la promotion des langues régionales, pour la défense du franco-provençal. Elle a collaboré avec Jean-François de Pietro pour la version patois du manuel EOL, qui est le manuel pour les approches plurielles des langues. Mais je viens à ce projet un peu plus dans le concret, et j'essaie d'aller un peu plus rapidement parce que je veux vous montrer comment ça fonctionne. Donc, c'est un projet, comme on l'a dit, pour l'apprentissage du français, mais selon un point de vue différent. Le français est vu comme langue pont, comme langue passerelle, pour aller vers d'autres langues, les langues de l'environnement de l'enfant, les langues familiales, sociales, mais aussi les langues du monde, pour leur donner cette envie de connaître les langues. Mais il ne suffit pas d'entrer en contact avec ces langues, je suis désolée. Certains pensent que l'éveil aux langues, c'est tout simplement exposer les enfants à d'autres langues. Non, il y a tout un travail pédagogique qui est à faire derrière. Il y a tout un travail de réflexion sur la comparaison entre les langues. Et ces travaux, les enfants ne sont pas à même de le faire tout seuls. Il faut un enseignant qui les accompagne, il faut un enseignant qui les aide à acquérir ces compétences. Donc, modestement, les cahiers de Thor veulent être une contribution, un support pour aller dans cette direction. Je passe les objectifs, mais vous voyez que là déjà, il y a l'apprentissage qui s'appuie sur une éducation plurilingue et pluriculturelle, la diversité des langues, mais aussi une approche transdisciplinaire, impliquer aussi les autres matières, les autres disciplines, non seulement les langues, donc aller au-delà, et puis des compétences transversales, qu'on appelle soft skills, donc qui sont indispensables pour vivre dans un monde complexe comme pour celui dans lequel nous vivons. Alors, le projet Les Cahiers de Thor se compose de 3 volets. Le premier volet, c'est le support pédagogique, donc le livre qui est présenté aujourd'hui. C'est un parcours de recherche-formation pour les enseignants et pour les étudiants qui fera l'objet après de restitution. Et puis, c'est le volet communication, le volet réseaux sociaux, donc le blog, le Facebook et le courrier électronique. Donc, comment fonctionne le livre, le cahier de Thor? Bon, vous avez 2 sections. Une section d'activité, le cahier d'activité pour les enfants, et une section pour les enseignants et pour les parents. Il y a des suggestions parce que un parent qui voudrait transmettre la langue française à son enfant peut très bien utiliser le cahier de Thor en famille. Et donc, Thor envoie un message aux enfants, leur propose des activités, et c'est grâce à ces activités que les enfants découvrent des choses et qui apprennent. Le premier cahier donc, se compose de 4 unités. Une première unité qui s'intitule « Je me présente ». Bien évidemment, on fait la connaissance de ce personnage.
Un deuxième volet qui s'intitule les mots voyageurs, les mots qui passent d'une langue à l'autre. Un troisième volet, bon baiser de la francophonie, parce que c'est la semaine de la francophonie, les jours de la francophonie, et ce n'est pas un hasard si on a présenté ce cahier ces jours-ci. Et donc, le français est une langue en partage, comme on dit dans la définition de la francophonie. C'est une langue que beaucoup de personnes à travers le monde utilisent pour communiquer. Donc, là aussi, leur faire découvrir cet univers francophone. Et puis, les mots magiques, les mots gentils, les mots polis. Et on sait très bien que dans la culture française, francophone, la politesse est importante. Pour le cahier de l'enseignant ou du parent, vous avez la même répartition, sauf que là, ce sont des conseils, des suggestions qui sont donnés. Et puis, il y a la partie auto-évaluation, que je vous montrerai par la suite, et des fiches qu'on peut découper pour travailler. Alors, ce premier volume part d'une idée que c'est le premier contact avec la langue française. Et donc, il est conçu comme une espèce de leçon zéro. La leçon zéro, c'est la première séance de cours que fait un enseignant de langue avec ses élèves. Donc, c'est vraiment la découverte de la langue. Et pour la découverte de la langue, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de sensibiliser les apprenants au fait qu'en réalité, ils connaissent déjà quelque chose. Ce n'est pas une langue inconnue. Et là, c'est vraiment la révolution copernicienne qui s'opère entre une approche traditionnelle, une approche monolingue, où l'enseignant pense que l'élève est table rase et ne sait rien, absolument rien de cette langue. Et puis, heureusement qu'il y a moi, français, qui arrive et qui lui explique l'accord du participe passé, ou la conjugaison du verbe coudre, et les élèves sont là. Ils sont là pour apprendre. Hein? Et non, c'est pas comme ça. Quand ils arrivent en classe, ils ont déjà un bagage linguistique qui n'est pas seulement composé de leur langue familiale, mais il est composé d'autres langues qu'ils entendent dans leur environnement. Peut-être quelques mots. Je vous raconte une toute petite anecdote. Mon fils connaît du piémontais que les mots pour donner des ordres aux chiens. Et pourquoi? Parce que mon père parlait piémontais à sa chienne. Et donc, si on voulait que la chienne exécute les ordres, il fallait les lui donner en piémontais. Pas question d'utiliser d'autres langues. Hein? Et donc, scendi dal divano, no, cala giù. Et alors, elle s'exécutait. Donc, voilà, mais les élèves peuvent être porteurs, les enfants peuvent être porteurs de ce bagage, d'avoir ces connaissances. Et donc, il faut s'appuyer sur ces connaissances pour aller à la découverte d'une autre langue. Donc, les sonorités, le fonctionnement de la langue. Alors, pour revenir toujours au cadre théorique, donc là, on met en pratique ce qu'on appelle les approches plurielles des langues et des cultures, hein, donc des approches qui mettent en jeu différentes langues, comme je disais tout à l'heure, et en particulier, dans le cadre de ce premier cahier, ce sont les domaines qu'on touche normalement dans l'approche éveil-Holland. Donc, ce sont les langues et les cultures, donc les relations entre les langues, les emprunts, la différence entre le langage oral et le langage écrit, les systèmes d'écriture, les alphabets, la structure des langues, hein, qui varie d'une langue à l'autre, et surtout, rendre conscients les élèves de la richesse de leur environnement, surtout pour les élèves de la Vallée d'Aoste, parce que c'est un environnement multilingue important. Moi, je dis toujours, quand j'interviens à l'étranger, j'ai eu la chance de travailler en Vallée d'Aoste, parce que la Vallée d'Aoste est un laboratoire du plurilinguisme à ciel ouvert. Il suffit de gratter et vous trouvez des pépites. C'est facile. Mi piace vincere facile, comme disait la publicité. Alors, voilà, la première unité, je me présente, hein, donc Thor se présente, et je vous fais écouter la voix de Thor. Ça marche pas? Ah bon, ça marche.
Bonjour, je m'appelle Thor. J'habite au Piémont, en Toscane et en Vallée d'Aoste. J'adore les enfants. J'aime courir, jouer, nager. Je comprends le français, l'italien, le franco-provençal, l'espagnol, le peul, le piémontais, le russe, l'ukrainien et l'anglais. Au revoir. Alors, là, la voix de Thor a fait la différence, parce que le fait de pouvoir entendre parler Thor est important pour les enfants. Ça nourrit et enrichit leur imaginaire. Mais d'un point de vue pédagogique aussi, le fait d'avoir un enregistrement a facilité la tâche et la compréhension pour les élèves qui ne sont pas lecteurs, donc qui ne peuvent pas passer par le texte écrit, et pour les élèves qui ont des difficultés de lecture, selon une approche inclusive. Alors, là, vous avez la lettre de Thor qui arrive dans la classe, et puis Thor propose des activités. Bon, lui, il se présente tout d'abord, et puis il demande aux enfants, il demande de remplir sa fiche, donc pour voir s'ils ont compris le texte, et puis il leur demande de se présenter à leur tour. Et là, entre en jeu l'approche plurilingue du cahier. Thor dit, bon, mais si tu ne connais pas tous les mots en français, ce n'est pas grave. L'important, c'est que tu communiques, c'est l'envie de communiquer, hein, que tu me dises quelque chose, que tu me racontes quelque chose. Puis tu peux faire recours à l'italien, de toute façon, je le comprends. Tu peux faire recours au dessin, que moi aussi j'utilise pour raconter qui je suis. Tu peux demander à un adulte. Alors là, ce sont des stratégies, hein, que les élèves peuvent mettre en place pour pallier à des difficultés de langue. Pourquoi? Parce que l'objectif principal n'est pas d'apprendre par cœur les règles de fonctionnement d'une langue, mais c'est d'utiliser une langue pour communiquer avec elle. Dans ce cas, avec Thor. Après, cette unité nous permet de retracer, d'établir ce qu'on appelle la biographie langagière. Donc, de découvrir quelles sont les langues que l'enfant connaît. Même à un niveau très, très basique. Hein. Je vous portais l'exemple tout à l'heure, quelques mots dans un dialecte, mais qui peuvent servir à l'enseignant comme point de départ, comme levier pour aller vers d'autres langues. Donc là, les enfants doivent colorier la silhouette avec les langues qu'ils connaissent, avec des couleurs différentes qui représentent les langues qu'ils connaissent. Et là, à côté, vous avez l'exemple de Thor, qui est aussi son devoir. Hein. Il a réussi, il a fait sa biographie langagère. Et puis l'autre activité, c'est as-tu des animaux domestiques? Lesquels? Dans quelle langue tu leur parles? Ah oui, parce que parfois, on découvre des choses. Comme le cas que je vous ai cité, hein, peut-être qu'ils utilisent une langue qu'ils ne connaissent pas, mais ils connaissent seulement ces mots, parce qu'en famille, on parle comme ça aux chiens, aux chats, aux animaux. Là, c'est le côté enseignant, le côté parent. Le carnet présente des suggestions très simples. Hein. Il ne s'agit pas de faire un cours de didactique du plurilinguisme. C'est vraiment des éléments de réflexion et des aides et des explications pour les enseignants et pour les parents. Vraiment dans une logique de divulgation. Et puis des pistes éventuellement pour approfondir les thèmes qui sont abordés dans le livre. Il y a un support, c'est un Padlet, où sont réunis, sont recueillis tous les documents audio. Parce qu'à chaque unité, il y a bien évidemment la présentation de Thor, lue, interprétée par Valerio. Il y a aussi des activités audio. Par exemple, il y a les bonjours en différentes langues et qui peuvent être qui peuvent servir donc, pour réfléchir à ces différentes langues. Et donc là, c'est un support en plus pour les enseignants et pour les parents, et tous les documents sont réunis sur ce support unique. Donc, je passe maintenant à l'autre unité, les mots voyageurs. Là, je vous disais, partir de ce que l'élève connaît pour aller vers ce que l'enfant connaît, pour aller vers ce que l'enfant ne connaît pas. Ah, pardon. Moi, je gigote et je bouge, merci. Je suis redoutable. Je suis comme Thor. J'arrive pas à rester assise, calme, pendant plus de 10 minutes.
Donc, non. Non, ça va, merci. Ah oui, en principe, oui, ça serait mieux. Non. Donc là, c'est les mots voyageurs. Pourquoi? Parce que les mots, comme les personnes voyagent, passent d'un pays à l'autre, passent d'une langue à l'autre. Donc là, le texte que Thor envoie aux enfants, c'est de dire, bon, ben, je suis sûre que vous connaissez déjà des mots en français et que vous les utilisez en italien. Alors, on va faire un petit jeu. Hein. On va voir si vous connaissez, si vous pouvez associer ces mots à la bonne image. Et puis, peut-être vous en connaissez d'autres. Et donc, après, vous allez créer un mobile avec les mots voyageurs. Alors là, l'image que vous avez là, c'est une réalisation faite par des enfants, je ne sais plus de quelle école, c'est l'école de Nuss. Oui. De Liliane, pardon. Oui. Donc c'est l'école de Liliane qui a fait ce mobile. Et là, ils ont adopté une variante, mais ils ont compris le message. Ils ont mis des petits avions pour représenter les mots qui voyagent. Et puis, comme je vous disais, il ne suffit pas de mettre en contact les enfants avec plusieurs langues, d'apprendre à dire bonjour dans différentes langues le matin quand on se retrouve. Il faut un travail de réflexion sur la langue, sur le fonctionnement de la langue. Alors là, un exemple, Thor qui présente sa peluche préférée. Petite parenthèse, la peluche préférée de Thor n'existe plus. Hein. Entre-temps, elle a été dévorée, réduite en 1000 morceaux. Donc, c'est un objet d'antiquariat hein, que vous avez là. Donc, il dit, as-tu remarqué qu'en italien, on dit un peluche masculin, mais en français, on dit une peluche. Ah bon? Alors, des fois, il faut se méfier, parce qu'on utilise le même mot, mais il n'a pas le même genre. Alors, il faut faire attention. Toujours dans le mot voyageur, on travaille sur les enveloppes, hein, sur les emballages. Alors c'est un grand classique, vous le trouvez dans tous les manuels d'éveil aux langues. C'est une activité qu'on trouve partout. Et c'est facile, vous n'avez pas besoin du cahier de Thor, il suffit d'aller au supermarché. Hein, vous trouvez plein d'emballages où plusieurs langues apparaissent. Et là, c'est pour pousser les enfants à découvrir quels sont les signes caractéristiques du français, ce qui nous permet de dire ça c'est du français, ça c'est de l'italien, ça c'est de l'anglais. Et donc, à partir de ces emballages, ils peuvent aussi reconnaître les signes caractéristiques du français, les accents, l'accent circonflexe, l'accent aigu, l'accent grave. Là, c'est dire, il nous a fallu des semaines. Hein. Ma petite fille est partie là maintenant, mais on a fait plusieurs supermarchés avant de trouver la cédille. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de mots où il y a la cédille, et surtout des mots qui apparaissent dans les emballages. Hein. Donc là, heureusement, on a trouvé ce tableau blanc effaçable, mot magique, effaçable, où il y a la cédille. Donc là aussi, trouver les signes caractéristiques du français. Et puis, bon, c'est vrai, les mots voyagent, les langues empruntent des mots à d'autres langues. Et donc le français aussi emprunte des mots à la langue italienne. Donc il y a pizza, spaghetti, bravo, ciao, tiramisu et basta. Alors là aussi, petite réflexion, la prononciation change. Hein. Et pourquoi? Parce que la prononciation d'une langue change. En français, c'est la syllabe finale. Donc, spaghetti, ça devient spaghetti. Pizza devient pizza. Que ça nous plaise ou non. Puis, on peut la prononcer à l'italienne, c'est pas grave, hein, on nous comprend quand même. Alors, je vous disais, à la fin, je ne vous présente pas les 4 unités, hein, ça serait trop long, et puis ça enlèverait le plaisir de la découverte. À la fin des 4 unités, donc, vous avez une fiche aide-mémoire, où ils peuvent répertorier les apprentissages qu'ils ont obtenus au cours de cette activité, et une fiche bilan qui est conçue sur le modèle des portfolios des langues, où les acquis des enfants sont exprimés de manière positive.
je peux. Si vous prenez les descripteurs du cadre européen de référence pour les langues, c'est toujours de manière positive. Je peux faire, je peux dire, je peux, et jamais, on a trois tendances des enseignants, 3 lignes rouges, c'est pas ça. Non. Donc on met en valeur ce qu'il sait faire. Donc tout ce qu'il a découvert, ce qu'il a appris à travers ce cahier. Alors, comment peuvent s'en approprier les enseignants et les parents? Là, vous avez la partie auto-évaluation qui est la partie pour les enseignants. Ils peuvent faire toutes les activités, toutes les unités, ils peuvent sélectionner, en faire une ou deux. Hein. Là, c'est l'avantage de ce support qui est souple. Et puis, bon, l'aide-mémoire et le bilan final permet donc de consigner ce que les enfants ont appris. Alors, je reviens un peu sur les ancrages théoriques. Je m'excuse si j'aborde là un peu des notions un peu techniques. Mes étudiants en auront ras le cocon d'entendre les concepts de base de la didactique du plurilinguisme. Donc, ce volet communication, le blog, mais aussi le fait qu'il envoie des lettres, des cartes postales à Thor, des messages, et Thor répond, hein, je vous assure. Dimanche soir, on a passé la soirée à répondre aux enfants de Pénis. Et donc, c'est une situation de communication réelle. Il s'adresse à un personnage, et un personnage vivant, un personnage en épaisseur, un personnage qui évolue. Parce que depuis qu'il a été élu, une classe de maternelle de San Giuseppe a eu l'idée de l'élire maire de la forêt. Et ben, je vous assure que depuis qu'il est devenu maire, il surveille son langage. Il ne s'exprime plus comme ça librement et il fait attention à ce qu'il fait. Il essaie d'éviter de faire des bêtises. Donc voilà, c'est une situation de communication réelle, un personnage qu'ils connaissent. La langue aussi, la langue qui est utilisée, c'est une langue vivante qui fait recours aux expressions familiales, argotiques, à des abréviations, à des expressions du langage imagé. Là, vous avez le labrador m'a volé la vedette. Hein, et qui reproduit la syntaxe de la langue orale. Hein, donc, souvent, Thor n'utilise jamais le ne dans la phrase négative, parce qu'à l'oral, on ne l'utilise presque plus. Voilà la preuve. Et ceci dit, je ne pousse pas trop loin le bouchon, parce que finalement, il s'adresse à des enfants dont la langue française est une langue seconde. Ce n'est pas la langue maternelle. Donc, il ne faut pas non plus exagérer dans l'utilisation d'expressions qui empêcheraient la compréhension. Après le fait, comme je vous disais tout à l'heure, de prendre en compte la composante sociolinguistique. Par exemple, dans les mots magiques, c'est la 4e unité, porte sur les salutations, la manière de saluer, la manière de remercier. Et là, surtout dans la manière de saluer, on ne salue pas toujours de la même manière. Ça dépend de la situation de communication, ça dépend de la personne à laquelle on s'adresse. Donc, comprendre dès le début qu'il n'y a pas une seule réponse, il n'y a pas une seule manière de dire les choses, il y en a plusieurs, et qu'il faut adapter, il faut choisir la bonne expression en fonction de la situation de communication, en fonction du contexte. Et ça, c'est important pour les enfants. Donc, ils peuvent dire coucou à leurs petits copains, comme le fait Thor quand il leur envoie des messages. Ils ne peuvent pas dire coucou à la maîtresse, sauf à la maternelle. L'utilisation d'autres langages. Donc, le dessin, l'image, mais aussi le langage corporel, la mimique. Surtout en début d'apprentissage, le fait de pouvoir utiliser d'autres langages peut faciliter l'entrée dans la langue et faciliter la communication dans la langue. Si les élèves sont conscients du fait que je ne sais pas le mot en français, bon, je cherche rapidement sur l'image qui correspond et je montre l'image. La personne qui m'écoute comprend, ou la personne à qui j'écris comprend. Même chose pour les salutations, là, les mots magiques, on
on peut dire bonjour, ou salut, ou coucou, mais on peut aussi se serrer la main, faire la bise. Et là, bon, il y a un univers qui s'ouvre d'un point de vue culturel. Faire la bise pour les non-francophones, c'est la cata. Taper dans la main, combien de bises de quel côté, voilà. Oh, c'est compliqué, hein. Taper dans la main, ça tord le séphir, hein, top là, et faire un signe de la main. Donc là aussi, c'est le corps qui entre en jeu. L'auto-évaluation, comme je disais, qui repose sur la démarche portfolio, donc auto-évaluation et démarche positive de description de ce que les élèves ont appris, s'appuyer sur ce que l'enfant sait pour découvrir le fonctionnement de l'autre langue, et puis une démarche collaborative pour la solution des problèmes. Là, cette activité-là, on ne la fait pas tout seul, on la fait en groupe. On émet des hypothèses, on se confronte, on discute. Et donc là, c'est l'apprentissage de ces compétences transversales qui nous servent pour vivre dans cette société complexe et pour travailler dans les groupes. Enfin, la langue, la composante linguistique, n'apparaît pas dans le cahier, mais elle apparaît dans le blog. Et là aussi, elle est liée aux situations de communication. Donc là, par exemple, c'est une réflexion sur les prépositions qu'on utilise devant les noms de pays et les noms des régions. Bon, en italien, c'est toujours la même, in. En français, il y en a deux. Comment je fais pour savoir quand j'utilise l'une, quand j'utilise l'autre? Comme je vous disais tout à l'heure, Thor ne vous donne pas la réponse. Il vous pose la question. Mais il vous donne des éléments pour réfléchir et pour découvrir la réponse. C'est à vous de la trouver. Alors, en perspective, parce qu'on a commencé cette intervention en disant les cahiers de Thor au pluriel. Alors, en perspective, il y a 3 cahiers qui sont en phase d'élaboration. En premier, c'est à la découverte du franco-provençal, parce qu'on était parti à la découverte du français, et on est arrivé à la découverte du franco-provençal à partir d'un conte. Un autre, c'est la vie en refuge, donc qui va aborder les thèmes de l'excursion en montagne, le départ, la préparation de l'excursion, le départ, la montée au refuge, la vie au refuge. Et ce sera l'objet d'un mémoire de maîtrise d'une étudiante. Et puis, en fonction des résultats de son mémoire, on verra si on pourra en faire un cahier de Thor. L'autre auquel ont collaboré les élèves, les étudiants, pardon, de sciences de l'information, donc c'est du potager à la table, de la table à la poubelle. Et on est parti d'une sortie, d'une visite au potager de l'association Forrest Gump. Et là, je salue la présence de l'un des membres fondateurs de cette coopérative, de cette association, qui nous a accueillis, nous a montré comment ils travaillent, ce qu'ils font, et les étudiants ont pu prendre des photos, interviewer les jeunes qui travaillent dans cette association qui veut permettre aux jeunes en situation de handicap de vivre leur vie, de gagner leur vie de manière autonome. Et en produisant des légumes, des fruits qu'ils vendent dans leur magasin à l'entrée de la ville. Et donc, ce parcours du potager à la table, c'est sur le thème, vous l'avez compris, c'est l'alimentation, la durabilité, les produits saisonniers, les produits kilomètre zéro, la table, et puis qu'est-ce qu'on fait des restes une fois qu'on a mangé, et donc qu'est-ce qu'on jette à la poubelle. Mais en perspective aussi, parce que, comme je vous disais, c'est un travail de recherche, de formation, donc il y a aussi un volet restitution à la communauté scientifique de ce qu'on a fait. Donc là, le comité de lecture de la revue Éducation et Société Plurilingue a accepté notre proposition d'article sur la mascotte, une mascotte pour enseigner les langues. Là, c'est un titre provisoire. Vous savez, quand on propose un titre, des fois, on le fait entre
minuit et 1 heure de la nuit à la 4e vitesse, puis on change. L'idée, c'est de raconter comment, expliquer comment le rôle d'une mascotte, je vous disais, vivante, change la donne. Et l'autre, ce sera une présentation au colloque édilique qui aura lieu au Danemark au mois de juin sur l'éducation bilingue de la petite enfance à l'âge adulte. Là, on va présenter les résultats de l'expérimentation du premier cahier de temps. Je vous remercie de votre attention.